Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Nous sommes le 23 juin 2025. Il est 18h30 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour Quel chantier ? Une émission ludique et scientifique qui vous est proposée par l'établissement public du Mont-Saint-Michel. On a la chance ce soir d'être en direct de cette magnifique abbaye du Mont-Saint-Michel. Là, ce que vous découvrez, c'est la terrasse ouest. Derrière moi, la magnifique baie. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir du public avec nous. Est-ce qu'on peut entendre un peu le public, s'il vous plaît ? Merci. 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 Comme vous pouvez le voir, il fait beau. Oui, il fait beau. En Normandie, quoi qu'on en dise, c'est peut-être le climat qui nous joue des tours. On vient de passer 2-3 jours de canicule. Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans l'émission. Donc restez avec nous, surtout si vous êtes en direct sur YouTube, parce qu'en plus d'être à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, on est diffusé en direct sur YouTube. Je vois qu'il y a parmi nous Benjamin, Betty. Je vous salue, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On tentera d'y répondre soit pendant l'émission, soit dans une future émission, soit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous d'être parmi nous ce soir. Je vais quand même me présenter rapidement à vous. Je suis Chandrou Kumar. Mon prénom, c'est Chandrou. Je suis journaliste et docteur en neurosciences. Et j'aime parler de science simplement. J'ai l'immense chance d'avoir été missionné par l'établissement public du Mont-Saint-Michel pour vous raconter le chantier millénaire qu'est le Mont, ses évolutions, ses changements et son présent. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande première, pour ce premier épisode de Quel chantier ? Et ce soir, on va tenter d'observer le Mont-Saint-Michel vu de la mer. On va avoir les pieds dans l'eau tout en gardant les pieds au sec. D'ailleurs, avant de démarrer l'émission, j'aurais bien tenté un petit exercice. Peut-être que vous qui nous regardez, vous n'êtes jamais venu au Mont-Saint-Michel. Je voudrais vous présenter rapidement la baie. Est-ce qu'on peut avoir ça en technique, s'il vous plaît ? On tente l'expérience. Sachez qu'on voulait vous faire du drone. On voulait utiliser un drone ce soir, mais comme dans l'émission de ce soir, on va parler biodiversité, on avait à cœur de ne pas trop déranger les goélands. Et comme ils sont en période de nidification, on a choisi de les laisser tranquilles. Dans Quel chantier ? La biodiversité, on la respecte. Mais on va quand même tenter l'aventure. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Tout au fond, c'est le barrage du Couesnon, si je ne m'abuse. Vous allez le découvrir dans un de nos reportages. Là, c'est donc le fleuve, le Couesnon, qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, nous, on est juste derrière tout ça. Vous verrez, vous inquiétez pas, dans les reportages, on a des magnifiques plans drones. Vous allez découvrir cette baie comme jamais. Et justement, grâce à des reportages inédits, vous allez pouvoir voir le mont sous toutes ses coutures. Notamment les rares moments d'exception où le mont est entouré d'eau pour redevenir une île. Mont-Saint-Michel qui est redevenu une île grâce au rétablissement du caractère maritime et dont la fin des travaux et le début du désensablement a été lancé il y a maintenant 10 ans. Préparez-vous donc ce soir à ce qu'on parle biodiversité et écosystème pour découvrir que de la petite baie où nous sommes à la grande planète où nous vivons, il n'y a qu'un pas. Quel chantier, messieurs, dames, quel chantier, c'est aussi des invités qui vont nous en apprendre plus sur cette baie, ses évolutions et son intégration à son environnement. Pour commencer, nous avons ce soir avec nous Séverine Loton. Séverine, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Heureuse d'être avec vous, d'être sortie de ma traversée de la baie à temps et puis d'avoir encore les pieds sablés, mais contente d'être là. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de passer du temps avec nous. Séverine, vous êtes guide naturaliste, attesté des traversées de la baie du Mont-Saint-Michel. Vous êtes d'ailleurs originaire de la baie. Vous connaissez donc la baie sur le bout des doigts. Juste pour bien comprendre votre métier, c'est quoi une guide attestée des traversées de la baie ? Les guides attestés de la baie du Mont-Saint-Michel ont suivi une formation d'1 an
globalement, sur le terrain et un petit peu théorique, mais principalement dans la baie. Et l'idée, c'est d'emmener tous ceux qui aiment cette baie en toute sécurité pour leur faire découvrir la biodiversité et sa richesse et aussi sa fragilité. Ok, on n'en dit pas plus pour l'instant, car on vous a suivi pendant l'une de vos traversées pour un de nos reportages et c'était vraiment passionnant. Avec vous, on a la chance d'avoir une observatrice quotidienne de la baie et de la biodiversité. Séverine, merci d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, nous avons à nos côtés Laure Carassou. Laure, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Je me porte comme un charme. On a un beau temps ce soir, que demander de plus ? Laure, vous êtes océanologue à l'INRAE. Vous menez des recherches scientifiques sur la restauration écologique des milieux côtiers. Vous êtes aussi membre du comité scientifique de suivi hydrosédimentaire et environnemental de l'établissement public du Mont. Ça veut dire quoi ça alors exactement, être membre du comité scientifique des suivis hydrosédimentaire et environnemental ? Alors, je conduis dans mes activités des recherches essentiellement sur les écosystèmes marins côtiers ou les estuaires, plutôt du point de vue de la biologie et de l'écologie des poissons, ce qui m'amène à m'intéresser aux enjeux de la restauration des habitats côtiers importants pour les poissons. Et c'est à ce titre que j'interviens comme membre neutre et bénévole au sein du conseil scientifique de suivi du RCM pour apporter des avis et faire des suggestions sur le suivi et la poursuite des travaux et du projet en général. Donc le RCM, les 3 lettres RCM, rétablissement du caractère maritime. Ok, merci beaucoup Laure. Avec vous, du coup, biodiversité et écosystème n'auront plus aucun secret, ou plutôt moins de secrets, parce qu'il en reste évidemment toujours, et c'est ça qui est bon. Merci beaucoup Laure d'avoir accepté notre invitation. Pour terminer, nous sommes ce soir avec Ruben Alali. Ruben, comment allez-vous ? Alors, ça c'est la magie du direct. Je pense que c'est bon. On a retrouvé Ruben. Eh bien, ça va très bien. Avec le micro, c'est encore mieux. Et je suis ravi d'être là pour la première fois de ma vie, du coup. Ouais, vous allez pouvoir nous en parler. Déjà, avant ça, Ruben, pourquoi vous êtes ici ? Parce que vous êtes météorologue. Vous avez développé une solution de prévision météo et des risques à haute résolution. D'ailleurs, on va pas se mentir, on ne savait pas quel temps il allait faire ce soir. Notre petite crainte, c'était qu'il pleuve. Forcément, ça aurait changé toute notre installation. On a demandé à Ruben des petites infos. Vous vous êtes pas trompé sur les prévisions, là. J'étais ravi de faire le bulletin hier et ce matin. Ouais, merci beaucoup. À noter qu'à l'inverse de Laure et Séverine, vous, du coup, vous ne connaissez pas du tout la baie. C'est la première fois aujourd'hui que vous venez au Mont-Saint-Michel. Oui. Vous êtes donc notre invité extérieur. Ruben, qu'est-ce que vous pensez du Mont-Saint-Michel là, quand vous la découvrez il y a quelques heures ? C'était grandiose. Je suis arrivé, je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi monumental. De quelque chose d'aussi beau aussi. Donc j'ai pu voir l'effet des marées. J'ai pu monter jusqu'ici, jusqu'à cette terrasse absolument sublime. C'est sport un peu, hein ? Oui, un petit peu, ouais. Et j'avais un peu visualisé pour me préparer à quoi ça allait ressembler. Et je pense que je suis encore au-dessus de ce que j'attendais. C'est un magnifique teaser pour notre émission. Merci beaucoup Ruben du coup d'être parmi nous. Avec vous, on va voir que la situation du mont, qu'il s'agisse de son sol, de ses fleuves ou de son atmosphère, influence fortement sa biodiversité. Je vous remercie encore tous les trois d'avoir accepté notre invitation. À vous qui nous regardez, à vous qui êtes évidemment dans le public, maintenant que vous savez où vous êtes, avec qui vous êtes et pourquoi, je suis très heureux de lancer Quel chantier épisode 1, le Mont-Saint-Michel vu de la mer. C'est parti, générique. Le thème de l'émission de ce soir, on a donc dit, c'est la mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marées du Mont-Saint-Michel permettent de voir ce qui se passe sous l'eau. Quand la mer se retire, d'ailleurs là, on vient de passer la marée haute, la mer se retire petit à petit de la baie. C'est l'occasion de marcher sur le sol océanique et de voir ce qu'on peut y trouver. Cette traversée de la baie à pied
est l'une des activités stars du Mont-Saint-Michel. Mais attention, je vous conseille fortement de le faire accompagner de personnes compétentes car il y a plusieurs risques à éviter. Entre sable mouvant et mer fougueuse, on vous a suivi Séverine lors d'une de vos balades. Vous avez fait découvrir la baie et une partie de sa biodiversité à Laura, une visiteuse enthousiaste. C'est le premier reportage de la soirée, on le regarde tous ensemble et on en parle après. Salut Laura, comment vas-tu? Ça va. Prête pour une traversée? Oui. Ouais. L'idée du jour, je suis ta guide cet après-midi là, c'est de laisser un peu le rocher derrière nous et de t'emmener faire le tour du mont pour aller dans le cœur de la baie. Et attention, on va marcher sur ce sol-là qu'on appelle de la tangue. Donc attention au sable mouvant. T'as pas peur? C'est bon? Non, On est parti? Oui. Ok. Tiens, viens voir Laura. Ça, c'est des diatomées. Sans ça, déjà, on ne respirerait pas. 50% de l'oxygène sur Terre vient du plancton. Ça permet aussi de nourrir tous les poissons qu'on a dans la baie, tous les mammifères marins et les oiseaux. Donc la baie, elle est très très riche, tout part de ça. C'est la base de toutes les chaînes alimentaires qu'on a dans la baie. Est-ce que c'est la première fois que tu viens faire une traversée de la baie? Je l'ai faite, mais j'étais toute petite, j'avais 7-8 ans. Ah oui, donc il y a quelques années, ça n'a plus rien à voir. Laura, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller traverser le bras est du Couesnon. Et avec les lâchers d'eau du barrage qu'on réalise 2 fois par jour, on désensape comme ça 1 kilomètre tout autour du Mont-Saint-Michel. Ça te va? C'est parti? Ouais. Oh, beau bulot. Est-ce que tu avais déjà vu ça avant? Non. L'endroit où on en pêche le plus dans l'Europe, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ça peut être gros comme un ballon de foot à la sortie d'hiver, janvier-février. Et puis dans chaque petit sac, là, tu vas avoir 10 petits blocs qui vont naître comme ça. Le Couesnon, la Cé et la Sélune, ce sont les 3 fleuves côtiers qu'on a dans la baie. C'est parmi les derniers fleuves côtiers en France où il y a encore du saumon sauvage à remonter. T'as déjà vu des dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel? Non. Non? Et Non. les phoques? Non plus. Je trouve que c'est vaseux par rapport à tout à l'heure. On est depuis le début de la sortie en train de marcher sur un fond marin. La mer, elle sera là tout à l'heure et elle remonte bien tous les jours, 2 fois par jour, quoi qu'il arrive. Bah alors Laura, moi j'ai beaucoup parlé de moi et de ma baie, mais toi, dis-moi en plus sur toi. Donc j'ai un syndrome qui s'appelle le syndrome de Kabuki. D'accord, qu'est-ce que c'est que ce syndrome? En gros, c'est une maladie auto-immune. Et en gros, tu attrapes souvent des otites. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent, infection urinaire, tire-larigot. La pathologie fait aussi qu'il y a la fatigue. Oui, c'est ça. En fait, trop de concentration fait que, quand on est sur le même poste 1 heure ou 2, je fatigue et je m'endors et je ne comprends pas que je puisse dormir alors que je devrais pas. Donc toi Laura, t'as appris à vivre avec et tu te bats quoi, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, désolée, mais je vais aller interpeller les 4 personnes qui se baladent sans guide parce qu'ils n'ont aucune idée que la mer arrive. Dans moins d'une demi-heure, ils ont la tête sous l'eau. Donc je vais les prévenir. Can you speak in English or not? Alors Laura, devant toi, l'île de Tombelaine, réserve ornithologique. On n'a pas le droit d'y accéder du 15 mars au 1er septembre. Ce sont des espèces protégées. Tu as des goélands bruns marins argentés plutôt sur le bas au niveau des rochers. On a vu tout à l'heure une aigrette garzette, les chassiers blancs. T'imagines qu'il y a 150 000 là-bas. Tu as aussi son cousin, le héron garde-bœuf, qui est là nouvellement depuis quelques années parce que ça s'est un petit peu réchauffé aussi avec le dérèglement climatique. Et je te déconseille aussi de monter sur l'île à la mauvaise période parce que tu as un faucon pèlerin en ce moment avec 3 poussins. Donc attention, réserve ornithologique, c'est pour protéger les oiseaux bien sûr, mais c'est aussi pour se préserver nous. Ok? Et là maintenant, je t'invite à rebrousser chemin parce que mine de rien, on papote, mais la mer est en train de remonter. Ok? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Tu pourrais me dire ce que c'est, s'il te plaît? Eh ben ça, c'est intéressant, tu vois, c'est une méduse rayonnée. Genre, on n'en avait pas du tout il y a encore quelques années dans la baie. Attention, même échouée, elle est encore urticante. Tiens, viens voir Laura. Ça, c'est ce qu'on appelle un talard. Hier encore, ça n'existait pas. Ça a creusé le banc de sable, ça crée une marche. Prochaine grande marée, le fleuve va certainement percer cette marche-là, ce talard, et c'est ça la divagation des fleuves. Et c'est en ça que les fleuves changent de place régulièrement à chaque grande marée. J'ai déjà vu en une nuit les lits des fleuves principaux dans la baie changer d'1,5 km.
Bon là, t'as vu Laura, la mer elle va arriver dans moins de 20 minutes maintenant. Il est temps de retrouver le terre-plein, la terre ferme. Ça t'a plu? Ouais. C'était quoi tes sensations là? Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et en gros je voulais le refaire. Ouais. Je m'étais dit faut que je le refasse. Je pensais pas qu'on pouvait déjà qu'il y avait des sables mouvants et même que ça pouvait aussi monter aussi vite. Franchement, j'ai adoré. Franchement, à refaire. Donc on se dit à bientôt alors? Ouais. Trop bien. Merci beaucoup Séverine pour cette visite. Je tiens aussi à remercier Laura pour sa bonne humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'occasion pour elle de nous parler de son syndrome de Kabuki, qui est trop peu connu. À vous qui nous regardez, sachez qu'au Mont-Saint-Michel, il y a des activités adaptées et inclusives pour les petits et grands. Dans le reportage, grâce à Séverine, on a pu découvrir beaucoup d'espèces de la baie du Mont-Saint-Michel. Preuve de la biodiversité riche de la zone. Il me semble que là, on est sur un goéland marin. Non, Séverine, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on a derrière nous, là? Un goéland cendré. Ok, un goéland cendré. À quoi on reconnaît un goéland cendré? Plutôt le dos gris, le marin serait un peu plus foncé, avec les pattes un peu de la même couleur, ceci dit. Mais ouais, là, c'est un cendré, je pense, si je ne me trompe pas sur les pattes, mais ça a l'air d'être ça. Comme quoi, c'est important d'avoir toujours des experts autour de nous. C'est argenté d'ailleurs, c'est pas cendré, c'est argenté. Ok, on est sur un goéland argenté. Laure, j'ai une première question pour vous. Là, on a beaucoup parlé dans ce premier reportage de biodiversité, on a vu différentes espèces. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un peu comment toutes ces espèces cohabitent? Qui mange qui? Je sais que pendant longtemps, on parlait de chaînes trophiques. Est-ce que vous pouvez me raconter les interactions un peu dans la baie? Alors, comme dans toutes les baies côtières ou tous les écosystèmes littoraux en général, la biodiversité, c'est un ensemble d'interactions entre les espèces et entre ces espèces et leur habitat physique. Donc, on a vu quelques exemples assez marquants pendant le reportage. Par exemple, Séverine montrait cette petite tache brune là, sur les vasières intertidales. Donc, c'est l'occasion de mettre en avant... Qu'est-ce que vous appelez vasières intertidales? Alors, les vasières intertidales, c'est des habitats de sédiments nus qui sont immergés à marée haute et qui vont être découvertes à marée basse. Donc, c'est des zones de sédiments nus au niveau dans une zone de balancement des marées. Et donc sur ces habitats poussent les fameuses microalgues qu'on appelle des diatomées, qu'a mentionné Séverine. Et ces diatomées, elles sont effectivement très importantes en termes de sources d'énergie dans les réseaux trophiques. Les réseaux alimentaires, on appelle ça des réseaux trophiques marins. On ne parle plus de chaînes trophiques, aujourd'hui on parle de réseaux. On parle de réseaux, voilà, parce qu'en général, y a pas une espèce ne mange pas qu'une seule autre espèce, c'est plutôt un ensemble de proies ou de ressources alimentaires qui vont être consommées. Donc pour essayer de montrer mieux cette complexité, on parle plutôt de réseaux. Voilà. Alors, une espèce de poisson qui me vient en tête et qui se nourrit beaucoup de ces taches de diatomées sur les vasières intertidales, c'est le mulépore, qui est une espèce marine qui pond en mer, mais qui est aussi migratrice amphihaline, donc il va aussi pouvoir occuper les zones plus amont, et qui, au stade juvénile, se nourrit exclusivement de ces biofilms et qui, à son tour, va être consommé par des plus gros poissons et ainsi rendre disponible l'énergie au sein des réseaux trophiques. Un autre habitat soumis au balancement des marées très important dans la baie du Mont comme dans d'autres écosystèmes littoraux, c'est les présalés, les zones basses des présalés qui vont être inondées à marée haute. Okay. Donc c'est des zones de marais végétalisées en zone côtière qui vont être aussi soumis à l'effet des marées à chaque cycle de marée. Donc quand la marée est haute, il y a de l'eau dessus, voilà, et quand la marée est basse, il n'y a plus d'eau. Donc on a toujours ce mouvement, un coup il y a de l'eau, un coup il n'y en a plus. Voilà, donc j'imagine que ça a un impact. C'est ça, il y a certains poissons qui vont passer par ce qu'on appelle les criches ici, ou les chenaux de marée, pour rentrer dans ces présalés. C'est surtout des juvéniles de poissons marins, certains poissons plats, sols, flets, plis par exemple, ou des poissons marins pas plats, comme le bar par exemple, dont les juvéniles vont occuper ces habitats présalés et s'en servir comme refuge contre les prédateurs et y trouver des ressources alimentaires favorables. Donc ce sont des exemples, des interactions entre habitats et espèces qui vont jouer un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes littoraux, en baie du Mont comme ailleurs. Et qui sont vraiment influencés par l'environnement, du coup, Absolument. Parce que c'est pas partout qu'on a ces phénomènes de si grosses marées, c'est pas partout qu'on a des présalés. Oui. D'ailleurs, la baie du Mont-Saint-Michel est classée le second record mondial en termes de marnage, c'est-à-dire la différence de niveau d'eau entre marée basse et marée haute. Le record mondial, c'est la baie de Fundy, au Canada, sur la côte nord-est atlantique, et le deuxième record mondial, c'est ici, en baie du Mont-Saint-Michel. Ok, très 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 stylé, merci beaucoup.
Ruben, j'ai une petite question pour vous. Ruben Alali, dans quelles conditions les habitats qui ont été décrits par Laure sont-ils? On a déjà les 3 fleuves qu'on a cités dans le reportage, le Couesnon, la C, la Sélune. On a pu parler là des marées très fortes avec Laure. Visiblement, c'est pas tout. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation de la baie et ses conditions assez particulières et quasiment uniques? Oui, on peut reculer puis regarder ce qui se passe dans l'atmosphère autour de nous. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui est assez unique avec l'océan et la Manche qui nous rappellent que notre climat est tempéré et océanique. Et donc, on a cette respiration, cet air frais, ces précipitations qui arrivent avec du coup beaucoup de précipitations dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais de façon générale aussi en Normandie. On a justement un environnement qui apporte suffisamment d'eau par le ciel, qui ensuite va ruisseler sur les terres avec les fleuves côtiers et puis revenir ici. Et on est également avec un environnement qui va être soumis à des tempêtes, combiné avec des marées qui peuvent avoir des effets sur le trait de côte, sur la façon dont la baie est modelée et plus généralement sur la totalité de la région. Donc on est vraiment à une interface entre le tout début du continent européen et puis l'océan Atlantique. Donc on est vraiment sur cette limite et ce climat si particulier. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, cet environnement décrit par Ruben? Est-ce que c'est des environnements qu'on peut déjà observer à d'autres endroits? Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui ont les mêmes particularités qu'ici éventuellement? Oui, des zones à fort marnage, quoi. L'ensemble des habitats côtiers qui sont soumis à la fois au phénomène de marée et à des apports ou des dynamiques en provenance de fleuves côtiers ont des fonctionnements un peu similaires avec des intensités ou des amplitudes un peu variables selon la géomorphologie, la configuration physique des zones et puis leur exposition au vent dominant, au champ de houle, etc. Voilà. Ok, hyper intéressant. On a pu voir aussi dans le reportage que Séverine, vous avez visiblement vu des sables mouvants que vous avez montrés à Laura. On se devait quand même de partager votre technique de survie à notre public. Donc on va se regarder dès maintenant la technique pour vous sortir d'un sable mouvant si jamais vous vous retrouvez pris. À vous qui êtes dans le public, regardez bien ces images. Tiens, regarde Laura, un sable mouvant, tu vois, le sol est complètement instable. Donc je te laisse casser la croûte superficielle du sol et puis tu vas voir que progressivement on descend. C'est impressionnant, attention de pas basculer, voilà. La solution quand tu es prise là-dedans, c'est de tout de suite vouloir sortir un genou. Donc on ramène l'eau au niveau des chevilles, tu vois, 2-3 coups de hula hoop, je descends. Je m'arrête de bouger. Sinon, plus tu bouges, plus tu descends. Je mets tout mon poids du corps sur une jambe. Et là, je remobilise l'eau, le sable, l'argile autour de ma cheville. D'après toi, est-ce que je fais ça? Est-ce que tu crois pas que je vais me renfoncer tout de suite? Donc, je pose quoi au sol? Je vais mettre la plus grande surface. Exactement, tu as raison. Donc, le genou est au plus loin. Je le mets là. Je bascule mon poids du corps ici. Et là, je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Et normalement, en ramenant de l'eau par secousse, tu devrais voir un pied apparaître. Et on sort de la zone à genoux de sable mouvant. Okay. Ça va? Ouais. Alors, après Indiana Jones ou Séverine Jones ou encore Séverine versus Wild, ça dépend de vos références. En tout cas, vous connaissez la baie depuis longtemps, Séverine. D'ailleurs, dans le reportage, vous donnez l'exemple de la méduse rayonnée qui vient d'apparaître dans la baie. Est-ce que vous avez d'autres espèces en tête, qui vous viennent en tête, qui sont apparues ces 10, ces 20 dernières années dans la baie? Pour rebondir un petit peu sur les méduses, oui, à la méduse rayonnée, il y a plusieurs espèces, je pense de nombreuses espèces même qui apparaissent maintenant à l'échelle globale. La méduse, si elle apparaît là, certainement en corrélation avec l'augmentation de la température de l'eau, mais aussi peut-être par ailleurs de la dégradation de certains écosystèmes, certains milieux naturels, globalement, on va dire ça comme ça. Elle, la méduse, elle est capable, par son cycle de reproduction, de s'adapter. Donc, quand un poisson pourrait disparaître parce que trop chaud, parce que trop de pollution, elle pourrait rester en dormance et proliférer quand les conditions sont là. Donc, dans la baie du Mont, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus échouer, de plus en plus sur les ports de Granville, de Cancale. Ça, c'est plutôt pour la partie aquatique et peut-être que Laure pourra rebondir après dessus. Pour la partie des oiseaux aussi, je citais le héron garde-bœuf sur Tombelaine. C'est une espèce qui, typiquement, dans les années 2000, la limite nord, dans les guides ornithos,
logique. C'était plutôt la mer Méditerranée. Et c'est quelque chose maintenant qu'on retrouve dans tous les champs avec les chevaux, avec les vaches. Et clairement, c'est un insectivore. Donc s'il continuait à geler comme ça pouvait être dans le passé, on l'aurait beaucoup moins. Et donc c'est vrai que c'est un insectivore qui glisse vers le nord. Et d'ailleurs, j'ai pu faire traverser des Anglais il y a encore 2 semaines qui m'ont confirmé sa présence maintenant en Angleterre, ce qui n'était pas encore le cas il y a encore quelques années en arrière. Là. Ouais, on commence à avoir peut-être aussi des résultats du contexte planétaire dans lequel évolue la baie du Mont-Saint-Michel. On aura l'occasion d'en parler en dernière partie d'émission. Ruben, vous vouliez ajouter quelque chose ? C'est un témoignage du réchauffement actuel du climat. On est déjà arrivé à quasiment plus 1,5 degré et on a naturellement des espèces qui trouvent des conditions plus favorables, mais qui peuvent provoquer aussi des déséquilibres d'écosystèmes. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle ça arrive, surtout quand on entend qu'une espèce qui avait l'habitude d'avoir une ligne de présence au niveau du climat méditerranéen se retrouve en Normandie, voire en Angleterre. Ça donne une idée de la vitesse à laquelle ça va. Et la météorologie des derniers jours nous l'a encore montré. On s'est retrouvé avec plus de 35 degrés à nouveau sur des zones qui d'habitude, sur des périodes aussi tôt que le mois de juin, ne l'observaient jamais ou quasi jamais. Et là, on nous l'annonce 2, 3, 4 fois de plus. Donc c'est un enjeu, et puis c'est un vrai enjeu pour les écosystèmes, la faune, la flore. Voilà, c'est important de continuer à observer tout ça et à regarder comment est-ce que notre environnement se comporte face à ces changements climatiques. Et peut-être pour rebondir, en fait, en tant qu'écologue scientifique, nous on utilise les peuplements biologiques aussi comme indicateurs des changements environnementaux, puisque la biologie répond à la physique d'une certaine manière, et donc en étudiant la réponse, notamment en termes de répartition spatiale des espèces, ça nous apprend beaucoup sur l'évolution du climat. Donc le phénomène. Si j'ai une espèce qui à la base était à un point A, oui, et qui se retrouve à un point B, vous utilisez ça pour mesurer en quelque sorte les changements climatiques, parce que du coup on peut penser que l'environnement B ressemble de plus en plus à l'environnement A. Oui, alors en général c'est plutôt des réponses conjuguées à la fois de phénomènes globaux liés au climat et de phénomènes locaux liés notamment aux aménagements ou aux pressions humaines locales. Les deux se combinent pour expliquer les trajectoires de changement de la biodiversité. Il n'y a pas que le climat, il y a aussi les pressions humaines locales. Mais pour prendre l'exemple des poissons, il y a effectivement beaucoup d'espèces qui modifient leurs aires de répartition. Ça se voit de mieux en mieux dans les séries de données à long terme. On parle de tropicalisation de certains écosystèmes côtiers ou de déboréalisation dès lors qu'il s'agit d'espèces d'eau froide qui vont donc migrer dans des endroits plus propices puisque les températures deviennent maintenant trop chaudes pour elles. Donc il y a pas mal d'exemples, on y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment sur les populations de migrateurs amphihalins pour lesquels on observe pas mal ce genre de phénomène sur le linéaire côtier français. Eh ben, très intéressant, ça me fait le lancement parfait pour le second reportage. J'aurais aimé vous poser d'autres questions, j'en ai énormément, mais malheureusement, il faut qu'on avance. J'en profite pour faire un petit coucou à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Je vois qu'il y a le Passoire, qu'il y a David, Vince, Florian, Casimir, Jean Gibier, Ronan. On vous salue toutes et tous, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra en fin d'émission. On a cité déjà beaucoup d'espèces là. On a déjà lancé pas mal de noms d'espèces, mais on en a oublié une, figurez-vous. Cette espèce, elle est aussi célèbre que mystérieuse. C'est une espèce de poisson. Est-ce que certains peuvent voir à laquelle je pense ? Non ? Une espèce mystérieuse puisqu'il s'agit de l'anguille. L'anguille a beaucoup de mystères, messieurs, dames. Eh bien, les bébés anguilles, qu'on appelle les civelles, passent ici même par le Mont-Saint-Michel pendant leur développement. Et on a demandé à Félix Lemaître de nous raconter leur histoire en allant à la rencontre des équipes de Fiche-Passe qui recensent les civelles qui passent par là, juste derrière moi, derrière le barrage que je vous montrais. On se regarde ce second reportage et on en parle après avec nos invités. Salut vous, je suis en train d'attendre nos invités. Ils ont fait plus de 7000 km pour nous voir. Non, Kylie Jenner et Timothée Chalamet n'ont pas débarqué en jet privé depuis New York. Il s'agit des bébés anguilles, aussi appelés les civelles. Ils arrivent de la mer des Sargasses, là où il y a un gros point rouge là sur la carte, la des Bermudes. On ne sait pas trop pourquoi, mais les anguilles naissent toutes dans ce drôle d'endroit, la seule mer sans rivage du monde, seulement délimitée par des algues qui flottent. De là-bas, les civelles qui savent pas du tout nager vont être emportées loin de leurs parents, poussées par la force du Gulf Stream.
pas leur méthode d'éducation, hein. C'est normal chez les poissons. Les civelles arrivent ensuite sur les côtes européennes pour remonter les cours d'eau, comme ici sur le barrage du Couesnon dans la baie du Mont-Saint-Michel. On va suivre l'équipe de FishPass, des experts en diagnostic et en restauration des milieux aquatiques qui préfèrent compter les civelles que compter les moutons. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, expert en milieu aquatique? Oui, c'est en tout cas un métier très intéressant. On travaille dans la nature. Donc là, on est dans un bon cadre. Donc on a la mer d'un côté, la rivière, le fleuve, le Couesnon de l'autre côté. Donc on est spécialisé en gestion des milieux aquatiques. On étudie particulièrement les poissons migrateurs. Parce qu'en fait, on croirait pas comme ça, mais les anguilles, elles sont très demandées en cuisine. Et tout particulièrement appréciées en Asie, à tel point que les civelles sont appelées l'or blanc et que des mules les transportent illégalement dans leur bagage en avion. C'est dingue. Et quand on ajoute à ces Pablo Escobar aquatiques la pollution et des aménagements urbains qui bloquent leur passage, on comprend pourquoi leur population a baissé de 90 à 95% en seulement 50 ans. On pourrait croire que le barrage devant lequel nous sommes est complètement infranchissable pour les civelles. Et c'est vrai qu'avant c'était compliqué, l'ouvrage ne laissait pas rentrer l'eau de mer. Mais en fait, depuis 2009, tout est fait pour faciliter le passage des civelles tout en préservant des inondations les secteurs en amont. Et c'est Audrey, la responsable de l'environnement du Mont-Saint-Michel, qui va nous expliquer tout ça. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'intérêt et le fonctionnement de ce barrage? Eh bien, ce barrage, à chaque marée, donc 2 fois par jour, il va faire rentrer de l'eau de mer. Donc on a le mascaret, la première onde de marée qui arrive, avec elle des civelles, qui vont pouvoir passer dans un premier temps dans les écluses à poissons de chaque côté. Puis dans un second temps, les vannes principales du barrage vont s'ouvrir, faire passer un gros volume d'eau de mer, et avec elle, beaucoup de civelles également. Donc en saison de migration, on estime à environ 18 000 civelles qui vont pouvoir passer à chaque marée. Le suivi sur le Couesnon, il est en place depuis 20 ans. Et grâce aux résultats, en fait, on s'aperçoit que la population de civelles qui arrive chaque année ici sur le barrage, elle est de moins en moins importante. Et ça, c'est pas lié à cet ouvrage, c'est lié à la situation globale de l'espèce, l'anguille européenne, dont les populations s'effondrent. D'où l'intérêt de faire le maximum pour qu'elles arrivent à passer. Exactement. Alors là, les experts sont en train d'installer le filet Bongo, qui est un filet en forme de grand cornet de glace, qui va installer au fond de l'eau pour pouvoir tous les poissons qui passent par le barrage. Il va falloir remonter ces filets régulièrement au cours de la marée, avant et après le barrage, pour pouvoir compter les poissons. Le travail va être répété pendant 25 marées, de janvier à mars. Donc ça, c'est le résultat de notre pêche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a des petits gobies, quelques civelles. Donc là, du coup, c'est une colonne de tamis. Ça va retenir la végétation. Et puis, les petits poissons vont passer à travers. Et alors, vous n'avez pas peur que les civelles manquent d'oxygène, là En fait, les civelles, à partir du moment où ça reste humide, elles vont pouvoir rester en vie pendant plusieurs minutes sans aucun problème. Du coup, maintenant, ça va être la surprise. On va voir combien on a récupéré de civelles. Donc là, on a une petite quantité de civelles. On doit avoir une trentaine de grammes. Donc ça fait peut-être presque plus d'une centaine de civelles. Bon, là, on est claqué, je sens plus du tout mes orteils, donc on va se rentrer, on va laisser les experts terminer, ils en ont encore pour une bonne partie de la nuit. Force à eux, vive les civelles, mais là, ils caillent trop, j'y vais. Un grand merci aux équipes de FishPass et à Audrey Aymon pour cette nuit froide et instructive. D'ailleurs, après comptage final en temps normal, on compte plutôt 18 000 civelles au niveau du barrage. Le soir où on allait tourner, on a eu beaucoup de chance puisqu'il y aurait eu entre 25 000 et 30 000 civelles qui sont passées à travers. Ça fait énormément de futures anguilles. Petite question pour vous, Laure. C'est quoi la vie de l'anguille? Et pourquoi elle passe par le Mont-Saint-Michel? J'imagine que ce n'est pas une question de tourisme. J'imagine que non plus. Alors en fait, l'anguille, c'est une espèce qu'on appelle migratrice amphihaline, donc c'est-à-dire qu'elle est capable de vivre dans des milieux de salinité contrastés. Catadrome. Donc quelle que soit la quantité de sel, en gros, elle peut se débrouiller. Elle peut passer de l'eau douce à l'eau saumâtre à l'eau marine à différentes étapes de son cycle de vie. Donc les civelles naissent en mer des Sargasses, comme ça a été expliqué dans le reportage. Ensuite, elles vont dériver jusqu'aux côtes européennes et elles vont rentrer dans les bassins versants, donc par les estuaires et les rivières, où elles vont rester des durées très variables selon les individus, 5 à 15 ans en moyenne. On ne sait pas très bien pourquoi certains, ça dure que 5 ans et d'autres individus, ça va être 15. Et à un moment, sous l'effet de conditions favorables qui sont encore pas très bien décrites, elles vont ce qu'on appelle s'argenter. Donc elles vont cesser de s'alimenter, changer un petit peu de morphologie
Et là, elles vont ce qu'on appelle dévaler et rejoindre les zones de reproduction en mer des Sargasses, se reproduire et mourir. Et c'est un cycle qui se répète tous les ans. Et donc, on peut observer des civelles et des stades jaunes, donc les stades continentaux, où les anguilles jeunes vont être présentes dans les bassins versants, un peu partout sur les bassins versants de la côte atlantique française et ailleurs en Europe d'ailleurs. Et je vous avais dit que c'est une espèce mystérieuse et fascinante, l'anguille. C'est incroyable. Ruben Alali, dans le reportage, on découvre du coup un peu plus là, le barrage du Couesnon. Il y a le fleuve qui passe au travers. Les fleuves sont quand même hyper sensibles pour le coup à la météo, notamment à travers le cycle de l'eau. Qu'est-ce qu'il en est dans le coin ? Alors, avant même de parler du barrage, je voulais revenir sur un point qui m'a semblé assez critique, c'est que dans son étape de vie, finalement, ces civelles et ensuite ces anguilles vont rencontrer quand même plusieurs difficultés compte tenu des changements climatiques qu'on leur fait subir. On a un ralentissement du courant du Gulf Stream qui leur permet d'arriver jusqu'à nos côtes. Donc déjà, ça, c'est un premier facteur qui peut expliquer une diminution de la quantité qui arrive jusqu'ici. Ensuite, on a un enjeu d'aménagement du territoire. Quand on est avec des fleuves comme ceux qui bordent la baie du Mont-Saint-Michel, j'ai été regarder, on est sur des bassins versants qui vont être entre 500 et à 1500 km², avec des bassins de population qui vont être, je crois pour le Couesnon, c'est 90 000 personnes qui vivent dans ce bassin versant et dans cette aire. Et donc on est avec finalement une obligation d'aménager correctement notre territoire et de bien pallier aux variations météorologiques qui nous font de plus en plus passer de périodes où c'est très sec, de l'hyper-sécheresse à des périodes où c'est beaucoup trop humide et quasiment des hyper-inondations. On l'a vu en 2023, on l'avait vu l'année précédente qui avait été extrêmement sèche. Et donc, on est avec ces contraintes. On a une contrainte, compte tenu de la biodiversité qu'on a besoin de préserver, de l'écosystème dans lequel on vit qu'on a besoin de préserver, et une contrainte de développement et d'aménagement de notre territoire. Donc, je trouve que ce qui a été fait ici est une bonne réponse, puisqu'on apprend que dans l'évolution du barrage, on a finalement un passage qui s'est ouvert. Et donc, c'est ce type d'exemple et ce type d'aménagement qui, à mon avis, doivent servir d'exemple, mais pas que sur ce barrage-là, sur tous les barrages des fleuves côtiers. Oui, peut-être aussi réagir en disant que le barrage du Couesnon, dans son fonctionnement actuel, est en effet beaucoup plus transparent, c'est comme ça qu'on dit, pour la grande majorité des espèces de migrateurs amphihalins. Donc le focus est beaucoup fait sur l'anguille, sur ces enjeux de connectivité écologique, mais il y a d'autres espèces qui ont besoin de réaliser ces passages. Si je comprends bien, l'enjeu dont on parle quand on parle de connectivité écologique, c'est dire que quand l'animal passe d'un écosystème à l'autre, il ne faut pas de frontière de barrage à l'ancienne. En fait, il y a un barrage, les poissons, ils ne passent pas. C'est ça, et là, en laissant du passage, il y a ce que vous appelez une continuité écologique. C'est ça. La connectivité écologique ou continuité écologique, c'est un processus très important pour la persistance de beaucoup de poissons de migrateurs, dont l'anguille, mais aussi les saumons. Et le fonctionnement actuel du barrage, qui est plus estuarien qu'il ne l'était auparavant, parce qu'avant c'était des portes à flot avec une petite ventelle qui était quasiment infranchissable pour l'anguille et pour beaucoup d'autres espèces. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure, parce qu'il permet ce barrage aux migrateurs de traverser, mais aussi à un certain nombre d'autres espèces marines, pas forcément migratrices strictement, mais qui vont quand même explorer les habitats amont du barrage au stade juvénile, encore une fois, pour grossir, s'y réfugier et s'y alimenter. Donc à ce titre, le fonctionnement actuel du Couesnon est clairement positif par rapport au fonctionnement historique, quoi. D'accord. Séverine, justement, pour vous qui êtes une observatrice quotidienne, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de ce nouveau barrage il y a 10 ans ? Et concrètement, nous, les guides de la baie, on doit déjà jouer forcément avec les horaires de marée, mais maintenant aussi avec les horaires de lâcher d'eau. Donc, on a un planning de chasse d'eau, c'est un petit peu comme ça qu'on appelle ça. Et donc, on connaît les horaires de lâcher d'eau qui ont lieu 2 fois par jour. Donc, ça, d'un point de vue sécuritaire, on doit jouer avec ça, bien sûr. Alors, on a de la chance que le lâcher d'eau du barrage se réalise et à l'est et à l'ouest du Mont-Saint-Michel, donc sur les 2 bras du Couesnon. Ce qui veut dire que nous, en journée, on traverse 30% du lâcher d'eau. Ça nous permet toujours de traverser. Mais heureusement que ce n'est pas plus, parce qu'en effet, des fois, avec des périodes très pluvieuses comme on a eu en 2024, ça envoie du débit en plus dans les jambes des randonneurs. Donc ça, nous, d'un point de vue sécuritaire, on fait attention à ça. Concrètement, je connaissais encore la période où on se garait au pied du Mont-Saint-Michel et on avait une enfilade de voitures ou de bus. Maintenant, on retrouve le mont qui redevient une île en grande marée. Donc là, le spectacle est
est quand même super chouette. On va voir ça dans le dernier reportage de l'émission. On en d'ailleurs. reparlera du coup. Et puis après, sous nos pieds, clairement, le Mont Saint-Michel est sauvé à 1 km à la ronde, on estime à peu près. Avant ça, la baie s'ensablait. Depuis ça, la baie s'ensable toujours. C'est vrai que de toute façon, naturellement, la baie s'ensable du fait que le flot, la mer qui arrive, est supérieure au jusant, la mer qui se retire. Donc on estime, d'après certaines études, qu'il peut y avoir jusqu'à 1 million de mètres cubes de sédiments qui se déposent par an. Et donc, quoi qu'il arrive, depuis 10 ans, c'est vrai que cette baie-là, potentiellement, a pu accueillir 10 millions de mètres cubes de plus par rapport à il y a 10 ans. Donc c'est vrai que sur certains points de départ de traversée, on constate que maintenant, il y a un champ de présalé de 2 km, alors qu'avant, encore il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait presque pêcher des coques, et que la vase s'accumule aussi sur des endroits qui étaient un petit peu plus sableux. Est-ce que c'est dû au barrage ou est-ce que ça aurait été différent sans le barrage? Très difficile de répondre à cette question-là. Ça fait partie des choses à observer justement pour avoir des données et pouvoir peut-être tirer des conclusions. Je vois qu'on a du monde sur YouTube, on a beaucoup de réactions. On a Félix qui nous dit « Les anguilles sont encore plus cool que les licornes ». Je suis fan. Merci Félix de nous inspirer. Plus sérieusement, j'ai une petite question d'Hervé. Peut-être plus pour vous, Laure. Sur toutes les civelles qui passent le barrage, quel pourcentage atteindra l'âge adulte? Et je veux un chiffre précis, attention. Voilà, très bonne question. Je ne serais pas capable de vous donner un chiffre précis. En fait, en général, la plupart des espèces de poissons produisent beaucoup d'alevins, dont très peu finissent par survivre et repeupler, reconstituer la génération suivante. Alevins, c'est les œufs de poissons, c'est ça? Voilà, les jeunes, les ouais. juvéniles, on va dire. C'est un terme pas très scientifique d'ailleurs, mais bon. Donc, en général, on a des mortalités supérieures à 80-90% sur les stades jeunes. Voilà, ça, c'est un processus naturel. C'est les stratégies de reproduction qui ont été sélectionnées par les espèces au cours des siècles, voire même des millénaires. Donc, l'anguille n'y fait pas exception. Voilà, et la survie va dépendre de beaucoup d'autres facteurs de pression qu'elles vont subir aussi à l'intérieur des bassins versants. Je vous ai dit tout à l'heure, la durée de vie continentale d'une anguille, ça varie de 5 à 15 ans. On ne sait pas très bien pourquoi. Et donc, c'est certainement en lien avec des facteurs locaux aussi qui vont affecter leur survie, leur croissance, leur état de santé général par la suite. Merci beaucoup pour votre réponse, Hervé. J'espère que vous serez satisfait. Est-ce qu'on peut se faire un petit plan éventuellement pour voir comment la marée a avancé l'équipe? Je teste un peu les équipes techniques. On va se tester ça. Je voulais vous montrer un peu comment la marée... Vous allez voir, la marée ici est très 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 rapide. Je ne sais pas si sur ce plan, on va réussir à voir que la marée commence déjà à descendre en 40 minutes. En tout cas, vous voyez que le Mont Saint-Michel est encore entouré d'eau. Merci beaucoup l'équipe pour cette tentative. Je suis joueur. N'hésitez pas en tout cas à nous poser toutes vos questions sur YouTube. Grâce à nos 3 invités, là, on a déjà pu voir que l'écosystème du Mont Saint-Michel, comme tous les écosystèmes aujourd'hui, sont sous l'influence permanente de l'activité humaine. On en a parlé là à travers le barrage. Et même quand nous, on veut protéger un espace, on le modifie. C'est la particularité de l'espèce humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle non plus d'écosystème, mais plutôt de socio-écosystème, pour observer notre environnement et toute sa biodiversité en évaluant l'impact de l'être humain. Et donc ça, on va en parler dans la dernière partie d'émission, à travers notre dernier reportage, puisque, vous l'avez noté, la baie du Mont Saint-Michel, elle est belle, mais elle est fragile, et vous allez vous en rendre compte avec le reportage qu'on va vous montrer maintenant. Je vous le disais en début d'émission. Un des objectifs du rétablissement du caractère maritime, le fameux RCM, était de rendre au Mont Saint-Michel son statut d'île, notamment lors des grandes marées. Vu que je suis joueur, j'ai voulu aller vérifier ça par moi-même. J'ai donc enfilé ma plus belle tenue pour aller faire un tour de kayak avec Yann Wood, kayakiste et guide dans la baie. On se regarde ça tout de suite et on en parle ensemble. C'est parti. Il est 6h30, j'ai sorti mon plus beau thermos à café pour profiter ce matin d'un très joli spectacle au niveau du Mont Saint-Michel. Une dizaine de fois par an, le Mont Saint-Michel redevient une île. Et c'est possible grâce aux grands travaux qui ont été réalisés ici même il y a 10 ans. Et là, on va à la rencontre de Yann Wood, kayakiste et guide dans la baie, qui va nous faire découvrir ce magnifique spectacle. Salut Yann. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, comment tu sens la météo pour ce matin? Bah là, on a de la chance. Je pense que ça va être top. Ok, j'ai hâte de voir ça. Tu nous amènes? Ouais, on va s'équiper, on y va. Allez, c'est parti.
Stylé, hein? Visiblement, il y en a qui n'ont pas anticipé la grande marée. Allez, c'est parti. On va le demander si tout va bien. Hein. Ça va? You okay? You're gonna get stranded. Come and sit here. In the middle. You're in the Bay of the Mont Saint-Michel. We have the third most powerful tide in the world. And you've just been caught out. Comme la particularité du courant ici, c'est que l'eau monte très très vite, et ben nos touristes se sont malheureusement retrouvés bloqués, et heureusement que Yann le Sauveur était là. La particularité du pont passerelle derrière moi, c'est qu'à marée haute, il y a une partie là, côté Mont-Saint-Michel, qui est immergée, et l'autre partie reste au-dessus des flots. De cette manière, le courant et les animaux peuvent passer, et ça a aussi permis de réduire la sédimentation et donc d'empêcher l'ensablement du Mont-Saint-Michel. C'est bien fait, hein? C'est exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'on filme au drone aujourd'hui. Mais justement, comme les goélands sont en période de nidification, on fait très attention en filmant de très haut pour être sûr de ne pas les perturber. Regardez, il y en a un juste là. Un ou une, je ne sais pas. Et ça, c'est le goéland marin. Regarde maintenant, on a passé marée haute. Donc s'il y avait des animaux, principalement les phoques, s'ils sont montés avec la mer, ils vont redescendre maintenant. Donc là, le courant va commencer à changer. Donc c'est peut-être le moment, si vous regardez, un petit tête de phoque, on ne sait jamais. Donc à vous qui regardez cette vidéo, on est d'accord, hein, les phoques, on les laisse tranquilles et on les regarde de très loin. Bon, par contre, là, j'en vois pas. Hein, on refait un deuxième tour du coup, Yann? Non, là, c'est le moment de débarquer, on arrête, mais la mer va descendre, il n'y aura plus d'eau dans 1 heure. Ouais, c'est vrai que tu nous l'as dit, c'était 1 heure chrono. 1 heure. Et voilà. Bon Yann, on a vu des oiseaux, le Mont Saint-Michel sous toutes ses coutures, mais par contre on n'aura pas vu de phoques. Ouais, je suis très surpris, c'est la nature. Exactement, magie de la nature, c'est les phoques qui décident. Et ben Yann, merci beaucoup pour ce tour, c'était exceptionnel. Bah, ça m'a fait plaisir. À très vite. Oui, à très vite. Allez. Là, juste avant de rentrer, on a croisé un phoque qui était en chasse juste avant le barrage. C'est exceptionnel, on a trop de chance. Merci beaucoup à Yann de m'avoir montré le mont sous cet angle fascinant. Et un petit conseil, vous l'avez vu pendant la traversée à pied déjà, pensez à surveiller l'heure des marées quand vous êtes dans le coin pour éviter tout risque inutile. En 2 reportages, on a déjà sauvé 5 ou 6 personnes. C'est quand même assez fascinant. Il y a Pascal qui nous dit sur YouTube que le kayak, l'un des meilleurs moyens de découvrir la baie et ses affluents. Je confirme Pascal. Petite question pour vous, Laure. Vous êtes donc une chercheuse en restauration écologique. Est-ce que les travaux liés au rétablissement du caractère maritime, comme le pont passerelle qu'on a présenté dans le reportage, comme le barrage qu'on présentait dans le reportage précédent, est-ce que ces constructions font partie de cette catégorie qui permettent une forme de restauration écologique? Alors, la restauration écologique, en fait, ça inclut toute une série, un continuum d'actions qui vont de l'identification et de la diminution des pressions humaines sur les milieux jusqu'au rétablissement d'une dynamique totalement naturelle dans ces milieux qui va permettre à ces écosystèmes de s'auto-réguler ou de s'auto-maintenir sans ou avec très peu d'intervention humaine. Ça, c'est la définition de la restauration écologique en termes scientifiques, sensu stricto. Donc, c'est un continuum d'action. La nature se débrouille sans nous, en fait. Voilà. Comme elle a fait vraiment pas mal de temps avant qu'on arrive sur Terre, je crois. Voilà. Bon, l'extrême de la frise, voilà, on va dire, de gauche à droite. Donc, pour moi, les travaux du RCM, ils contribuent à ce continuum d'action vers de la restauration écologique. Et là, on est plutôt sur des actions qu'on appellerait en termes scientifiques de la réhabilitation de certaines fonctionnalités écologiques de la baie.
notamment en améliorant toutes ces notions de connectivité écologique dont on a déjà parlé tout à l'heure, pour les populations, les organismes eux-mêmes, mais aussi pour les processus, les échanges sédimentaires, les flux d'énergie et de matière entre des habitats aquatiques adjacents. Donc à ce titre, il y a dans le RCM les désenrochements qui ont permis de donner un peu de liberté au linéaire côtier. Il y a le pont passerelle qui a permis de rétablir une connectivité latérale au pied du mont et donc à des échanges de flux de matière et d'organismes de se refaire, ce qui était impossible avant avec la digue route, tu l'as dit tout à l'heure. Et puis le barrage du Couesnon qui est donc beaucoup plus transparent et pour les organismes mais aussi pour ces flux de matière et d'énergie. Donc on est dans un processus afférent à la restauration écologique tout en maintenant quand même un certain niveau d'intervention humaine, parce qu'il y a aussi des enjeux de protection des biens et des personnes, et notamment de mitigation des risques submersion-inondation, qui sont également au cœur du projet du RCM. C'est ça. Dès lors qu'il y a l'intervention humaine, au final, c'est compliqué d'espérer avoir un fonctionnement parfaitement naturel, et je mets beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, on est déjà présent. Voilà, c'est ça. Donc, dans le contexte dans lequel on est actuellement, planétaire, c'est celui des socio-écosystèmes. Donc, on peut arriver dans certains cas à retirer toute intervention ou influence humaine et laisser les écosystèmes suivre leur dynamique naturelle. Mais comme l'humain est partout, il faut aussi concilier avec les enjeux, comme j'ai dit, de protection et des biens, des personnes et des services qu'on retire aussi de ces écosystèmes naturels. Voilà. Et c'est pour ça qu'on protège certaines zones comme l'île de Tomblaine, où on n'invite personne à s'y rendre. Justement, Séverine, comment on peut faire pour protéger cette baie et sa biodiversité au quotidien? En plus de laisser tranquilles les phoques, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient au Mont-Saint-Michel pour essayer de faire au mieux? Alors, si c'est des locaux, il y a beaucoup de personnes en bénévolat pour faire des suivis scientifiques, que ce soit pour les comptages d'oiseaux notamment, mais aussi pour des observations naturalistes de manière générale, que ce soit les phoques ou les grands dauphins qu'on peut croiser. Ça, c'est une chose, mais aussi l'idée des traversées de la baie, c'est d'emmener quotidiennement plusieurs groupes de grand public, mais aussi des scolaires, que ce soit au printemps et à l'automne. Et rien de mieux que de parier sur la nouvelle génération pour les sensibiliser. C'est une grande cour de récréation, ce qu'on a là dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc chaque coquillage, c'est une petite histoire. Ça permet de comprendre ce qu'on fait là, d'où ça vient, comment tout ça évolue. Et rien de pire que la méconnaissance. La méconnaissance, c'est le plus grand des dangers. Et si les enfants, même s'il ne fait pas toujours très beau en Normandie, s'ils pouvaient vivre un peu plus dehors et comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, ça serait chouette. Je pense qu'il faut que les gens s'attribuent les écosystèmes qui sont autour d'eux. S'ils les comprennent mieux, ils en seront fiers. Et c'est sûr que derrière, ils voudront les préserver. C'est ce qu'on essaye modestement de faire avec Quel Chantier, justement, pouvoir faire un peu de prévention. J'en profite de vous parler, Séverine, parce qu'il y a une question de Benjamin que je trouve hyper intéressante. Dans les différents reportages, soit vous, soit Yann êtes passés pour prévenir des visiteurs qu'il y avait des risques. La question de Benjamin, c'est mais que serait-il passé si Yann ou vous n'étiez pas passé et que ces personnes se retrouvent bloquées dans l'eau? On a de la chance dans la baie du Mont-Saint-Michel d'avoir des secouristes qui surveillent la baie de jour, donc de nuit, ce n'est pas le cas. On est sur le domaine public maritime, donc c'est vrai que n'importe qui peut se balader dans la baie et tant mieux aussi, quelque part. Mais attention, on dit toujours à vos risques et périls. Là, en journée, globalement, il y a des équipes qui s'installent au Mont-Saint-Michel et aussi sur la côte 3 heures avant le plein de la mer. Et donc 3 heures avant le plein de la mer, ça laisse globalement 1 heure pour ces secouristes pour soit intervenir, soit de temps en temps, ils échangent aussi avec les guides sur le terrain pour intervenir auprès de ces randonneurs pour lesquels on est plus stressé pour leur vie qu'eux parce qu'ils n'ont rien vu venir. Le gros danger de la baie, c'est ça, c'est que la mer remonte. Elle remonte par les endroits les plus bas de la baie, par les lits des fleuves ou les anciens lits de fleuves. Quand on la voit, c'est trop tard. Mais ici, elle peut se retirer à plusieurs kilomètres. Donc forcément, si vous parlez de ça à quelqu'un qui habite sur le bord de la Méditerranée ou même en plein milieu des montagnes, ça va paraître inconcevable. Il y a Renaud justement qui nous dit que ça lui donne envie de faire le même tour avec le même lever de soleil. Si vous le faites, Renaud, faites-le avec beaucoup de précautions, comme vient de nous l'expliquer Séverine. Ruben, on a pu voir un peu à travers ce reportage et puis à travers tout ce qu'on s'est raconté dans l'émission ce soir que le Mont-Saint-Michel n'échappe évidemment pas au dérèglement climatique qui dépasse très clairement la baie. En réalité, la biodiversité de la baie vit dans un écosystème géant qu'on appelle tout simplement la planète Terre. Comment est-ce qu'on pourrait dézoomer et prendre de la hauteur un peu sur ces problématiques, justement? Alors, on est effectivement sur une planète, sur une même planète qui, actuellement, malheureusement, a tendance à se réchauffer et
provoque un certain nombre de dérèglements climatiques. Mais avant de faire le dézoom, déjà, ce qui s'est passé là, à l'échelle très locale. On était avec beaucoup de vent qui rentrait avec une marée qui est allée jusqu'à la marée haute. On a senti, je ne sais pas si vous avez senti, on a peut-être un peu moins froid pour ceux qui étaient sensibles au vent. On a du vent qui a un peu tourné, puisqu'on a la marée qui est en train de descendre, et donc on a ce type de phénomènes vraiment très locaux. Ensuite, quand on regarde, ce matin, on a eu de la pluie qui est arrivée. Donc on avait un phénomène météorologique de type front avec l'influence océanique. Quand on regarde un petit peu plus loin, pour essayer de vous faire comprendre, on va dézoomer, on arrive sur de la tendance saisonnière. On a ces variations saisonnières. Et puis ensuite, on a des choses sur des tendances annuelles. Et là, le cerveau humain, il nous joue des tours, puisque on a une mémoire qui est sélective des événements, des impressions, des sentiments. Et on va avoir tendance à dire « Ah, mais oui, il a fait chaud », mais en fait, en 1900X, c'était déjà le cas. Quand on est dans le monde scientifique, quand on regarde comme nous là, sur ce plateau, et puis plus généralement dans le monde scientifique, on va aller regarder des données et on voit ce changement. On le voit sur Terre, on voit que ça nous concerne avec les mesures qu'on fait sur la planète, sur cet écosystème de la baie du Mont-Saint-Michel. On le voit aussi dans l'océan. Dans l'océan, on a des canicules, comme sur Terre. Des canicules marines qui ont un effet un petit peu plus pervers, puisque on l'oublie, mais derrière nous, on a l'un des plus grands puits de carbone. Donc on continue à brûler des énergies fossiles, à envoyer du carbone dans notre atmosphère, et on compte sur tout l'écosystème qui nous entoure pour l'absorber. Et pour essayer de ne pas trop perturber notre climat. Donc on a tous un rôle à jouer, et des fois, on a l'impression qu'on a une contribution insignifiante. C'est faux, parce que quand on arrive à faire, comme ici, des modifications locales, je pense qu'on peut entraîner un changement plus global. Et donc, c'est un peu ça que je veux faire passer comme message. On est dans un environnement où on a su, vous avez su, et je suis impressionné parce que ce qui a pu être fait ici, faire des changements qui ont un impact qui finalement peut être positif. Ensuite, ça a été rappelé, on a des comportements individuels qui peuvent également créer de l'impact positif. Donc, je pense que c'est indispensable de faire passer ces messages qu'on entend trop peu souvent à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai des questions YouTube, donc je vais en profiter pour vous les poser. Je n'ai pas la moindre idée de si vous avez les réponses, mais la vie est un jeu. Est-ce qu'il y a eu des réintroductions d'espèces dans la baie du Mont-Saint-Michel? C'est une question de Jean Gibier. Je ne crois pas, mais j'en suis pas certaine. Je crois pas. Dans la baie elle-même, je ne pense pas, mais non. Enfin, il n'y a pas de programme de repeuplement d'espèces de poissons, par exemple, en cours ici, à ma connaissance. Okay. Séverine ? J'aurais la même réponse que Laure. A priori, non, non plus, mais je ne suis pas sûre, mais je ne pense pas non plus. Eh bien, Jean Gibier, a priori non, mais comme on n'est pas sûr, on va vérifier l'information et promis, on vous répondra. J'ai une autre question de Camilia qui nous demande, est-ce que les scientifiques savent comment le Mont-Saint-Michel va être impacté par le changement climatique qui s'accélère plus vite que prévu? Est-ce que le Mont-Saint-Michel, avec par exemple la montée des eaux, va se retrouver totalement sous les mers? Alors, le Mont-Saint-Michel, lui, ne risque pas grand-chose dans le sens où c'est un îlot granitique et que le village est plutôt en hauteur sur cet îlot granitique. Par contre, c'est vrai que les villages du coin sur la côte, dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est pas dans 10 ou 15 ans qu'une tempête comme la tempête Cynthia qui a eu lieu en Vendée en 2015 pourrait avoir lieu. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on fait face à des aléas climatiques. On est à nouveau sur les plus grandes marées d'Europe pour rappeler tout ça. Et puis, si la pression atmosphérique, si on est en dépression par rapport à ça et qu'il y a un mauvais coup de vent avec une grande marée conjuguée à tout cela, les inondations pourraient guetter malheureusement les villages du coin assez rapidement. L'ensablement du fond de la baie cache que par ailleurs, quand on glisse vers Cancale et vers Granville, quand on repart vers l'ouest, les dunes s'érodent, elles, par ailleurs. Donc c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte et c'est des phénomènes qui peuvent être assez violents et rapides. Ruben ? Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. J'ai pas... Et effectivement, avec... une combinaison qui peut être redoutable ici. Il suffit d'une tempête avec une marée et le coup de vent pour connaître des phénomènes un peu similaires. Ce qui est bien, c'est qu'on a de plus en plus de moyens de prévision, en tout cas sur l'échelle météorologique. On a fait énormément de progrès ces dernières années.
et on arrive à avertir avec de la vigilance puis de l'alerte pour faire en sorte de, à minima, protéger les populations. Et je voudrais réagir aussi en ajoutant que du coup, c'est dans ces contextes-là d'augmentation des aléas sur les milieux côtiers que la restauration écologique prend toute sa place, parce que c'est ce qu'on appelle maintenant les solutions fondées sur la nature. En fait, en s'appuyant sur le fonctionnement naturel des écosystèmes, on peut aussi, nous, en tant que société humaine, se protéger de ces aléas. Je prends l'exemple des risques de submersion marine associés à l'élévation du niveau des mers. La restauration de présalés sur les zones côtières, ça permet aussi de réduire les effets de la houle et l'attaque en fait, de la mer lors des épisodes de tempête qu'on risque de rencontrer de plus en plus fréquemment. D'où l'importance de toutes les actions afférentes au continuum de la restauration écologique dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, il s'agit maintenant, à mon avis, de s'appuyer sur la nature et plus de chercher à se défendre contre elle à tout prix, mais plutôt de s'aider d'elle. Voilà, pour se protéger, nous. On fait donc partie de la nature. Petite dernière question qui nous vient de YouTube. Et encore merci à celles et ceux qui nous regardent. Est-ce que vous connaissez le nombre moyen de personnes sauvées par les secouristes en baie du Mont-Saint-Michel sur une année ? On dirait une question de jeu télé, là, pour le coup. Je me suis transformé en Julien Lepers. On n'a pas l'info ? Eh bien, on n'a pas l'info en plateau. Clotilde, on va se débrouiller pour vous répondre sur les réseaux. Combien de personnes secourues par an ? C'est juste, c'est très fréquent, plus que ce qu'on ne croit, ça c'est sûr. Et c'est vraiment à la belle saison, c'est toutes les semaines, ça c'est sûr. Donc un chiffre précis, c'est compliqué. Une année 2024 plus pluvieuse, finalement, va limiter le nombre d'interventions. Mais encore une fois, bravo aux secouristes parce que le nombre d'interventions est très important. Soyez prudents. Soyez prudents. Avant de terminer cette émission, j'aurais bien aimé qu'on se retente un petit plan sur la baie. Comme je vous le disais en début d'émission, on voulait tenter le drone, mais je ne sais pas si sur YouTube, dites-moi si sur YouTube, vous entendez les mouettes et les goélands. On est plus sur du goéland ou plus sur de la mouette là ? Je ne veux pas dire de bêtises. On est sur du goéland. Est-ce que vous entendez les goélands au-dessus de nous ? Parce que nous, on les entend, c'est un plaisir. Dites-nous sur YouTube si vous les entendez. Et là, comme vous pouvez voir, mais oui, je pense qu'on se rend un peu compte que déjà la baie a un peu changé depuis le début de l'émission. Je pense qu'on voit déjà un peu plus les bords du fleuve se découvrir. De toute façon, vous l'avez vu à travers nos différents reportages, cette marée est très rapide. Et si vous venez dans la baie du Mont-Saint-Michel, je peux vous assurer que quand on regarde ça avec nos yeux, c'est totalement fascinant. Il est déjà 19h32. C'est déjà la fin de l'émission, messieurs, dames. J'ai personnellement pas vu le temps passer. J'avais encore plein de questions en tête. Il y avait encore des questions sur YouTube. Mais on va les garder pour de futurs formats. Séverine Loton, Laure Carasso, Ruben Alali, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous pour l'invitation. C'était un bonheur de les écouter. On en apprend des choses. On va essayer de vous en apprendre de plus en plus. Un grand merci au Centre des Monuments Nationaux de nous avoir laissé nous installer dans leur magnifique abbaye. Ça vaut vraiment le détour. Évidemment, un grand merci à l'établissement public du Mont-Saint-Michel pour cette belle opportunité pour moi et mes équipes de raconter le Mont-Saint-Michel avec un regard taquin et scientifique. Spéciale dédicace à Manon Laclos-Lacroute d'ailleurs pour la confiance dans le projet. Et pour finir, un grand merci à vous, le public qui vous êtes déplacé. C'est un peu ventu en plus ce soir. Là, on commence à sentir que c'est frisquet. Je ne sais pas si à l'image, on nous voit trembloter, mais les invités vont pas me contredire. On sent le vent. Merci beaucoup à vous d'être venus profiter un peu du soleil et du vent normand. Vous pouvez vous applaudir aussi. Et puis pour finir, un grand merci à vous qui nous avez regardé en direct ou qui nous regardez en replay. J'espère sincèrement que cette émission prototypique et atypique vous a plu. On se retrouve très vite. C'était Chandrou Koumar pour l'émission Quel chantier de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. À très très vite.